Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois, vous en avez pris l'habitude, pour débriefer les 3 dernières étapes du Giro. Exactement. Donc, tout d'abord l'étape de vendredi où on a eu une échappée assez grosse qui a mis du temps à se constituer et qui a été remportée par l'Italien Alberto Bettiol après une attaque dans la dernière côte avec notamment Leknesund. Le lendemain, le samedi, grosse étape de montagne avec une grosse échappée avec notamment Ciccone et qui a été repris dans la dernière ascension. Vingegaard s'impose avec 49 secondes d'avance sur Félix Gall. Jane Lay finit troisième. Et l'étape de dimanche où on a eu les 4 compagnons d'échappée qui se sont jamais fait revoir par le peloton. Et à ce jeu-là, c'est le Norvégien Dunwix Dversenes qui s'impose. Et Magnier règle le sprint du peloton en 5e position. Au classement général, on a Vingegaard qui est leader avec 2,26 sur Lalio, Félix Gall 3e à 2,50, Arensman 3,03, Jane Lay 3,43. Alors Nathan, toi, sur ces 3 étapes-là, quels sont tes tops et tes flops? Alors, mon top sur ces 3 jours, et notamment sur l'étape de samedi, c'est Davide Piganzoli, l'italien de chez Visma, qui fait un travail énorme pour Jonas Vingegaard dans l'étape de montagne, en étant le dernier échelon de la fusée et en résistant derrière Félix Gall. Il fait 4e de l'étape et est dans le top 10 au général. Donc, magnifique performance de l'Italien. Et j'ai un gros flop sur ces 3 jours et surtout sur l'étape de dimanche, l'arrivée à Milan. C'est un flop qui va aux organisateurs et à la Visma Leasebike qui a, je recontextualise. On arrive dans l'avant-dernier tour et on voit Henrik Mas qui chute et Jonas Vingegaard et d'autres Visma, et également Ben O'Connor, vont à la voiture de la direction sportive pour se plaindre et dire oh là là, c'est très dangereux et il faut geler les temps. Et on en arrive à geler les temps à 16 kilomètres de l'arrivée. Donc moi, personnellement, ça m'a choqué. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on peut en débattre un petit peu. Bah, je suis d'accord que moi je suis pas contre le fait de s'adapter à la situation, notamment sur les conditions météo que tu maîtrises pas. Mais après, quand tu es organisateur, que tu prévois le parcours, et ben c'est réfléchi en amont. Et après, voilà, le parcours est comme ça. Enfin, il n'y a pas à se plaindre. Et je veux dire, après, le Giro veut être une grande course, mais si en faisant ça, ils décrédibilisent totalement. Et ils décrédibilisent leur organisation et le fait de pouvoir assumer une position. Là, il n'y avait pas de raison météorologique, en tout cas, Pas du de tout. s'adapter. Donc moi, je te rejoins. Oui, et c'est ça. Aucune raison météorologique, hein. On se rappelle à la dernière étape du Tour de France de l'an dernier, qui arrivait à la butte Montmartre, il faisait un temps catastrophique, hein, il pleuvait des cordes, et on avait gelé les temps en général dans l'arrivée, ce qui n'avait pas d'ailleurs empêché Tadej Pogacar de jouer l'étape, alors que Jonas était resté tranquillement à l'arrière. Mais Oui, bon, bah d'ailleurs, c'était je son crois que droit. c'était déjà lui qui avait fait le forcing pour ça, hein, parce qu'il était, il aime pas prendre de risques, hein. Il faut qu'il change Bah de oui. sport. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai une proposition à lui faire. Moi-même, je Ouais, je suis sais pas ce que t'en dis, un Nathan. joueur de tennis de table et j'ai une raquette pour lui. Si ça lui plaît, hein, il peut tout de suite venir me rejoindre à la salle. Ce sera avec plaisir. Mais en étant plus sérieux, je pense que
Jonas Vingegaard et la Visma Leasebike, bah, jouent de leur pouvoir finalement, et ils ont raison de le faire si on leur accorde bah, ce qu'ils demandent. Le problème, c'est que ça risque de créer un précédent, et sur n'importe quelle finale maintenant, peut-être même à Rome, on va se poser la question, ouh là là, est-ce que Visma va trouver ça trop dangereux? Même pourquoi pas, et je l'espère pas, sur le Tour de France, peut-être avec ASO ça m'étonnerait, mais on a un précédent, et je trouve ça un petit peu inquiétant pour le sport cycliste. Oui, bah après, moi, c'est ce que je te dis, hein, c'est qu'on sait que Vingegaard, il est pas à l'aise, il veut pas prendre de risques, et voilà, hein, et il faut que les organisateurs, oui, ils se laissent pas embarquer là-dedans, qu'ils assument leur position. S'ils ont construit le parcours, c'est qu'ils estimaient que dans des conditions climatiques normales, il était totalement Tout praticable. à Et après, fait. c'est aux coureurs de prendre moins de risques. Je sais pas, dans les cyclocross, on voit jamais des gars arrêter pour dire que le parcours est trop dangereux. Bah, les gars, ils s'adaptent, voilà. Ils vont moins vite, ils portent le vélo s'il faut. Et voilà, on ne doit pas adapter le parcours aux envies de un tel ou un tel, hein. Non, c'est au coureur de s'adapter au parcours. Voilà, et si le Giro comprend pas ça, ça sera jamais le grand tour qui souhaite être. Bah, c'est Parce ça, et qu'ils puis ils ont ça des ne ambitions redore pas. Ouais, moi je veux dire, ils ont des ambitions d'être à la hauteur du Tour de France, qui est aujourd'hui jamais pas le cas, et c'est pas en prenant des décisions comme ça que ça va s'arranger. Ouais, tu voulais ajouter Bah quelque oui, chose? et on peut ajouter aussi que ça ne rajoute pas comment dire, un aspect positif à la perception qu'on a de Jonas Vingegaard, qui est un suiveur qui n'attaque pas vraiment. Euh, Au Tour de France, notamment quand il y a Pogacar, il roule jamais, avec Remco, il roule pas. Bref, ça, ça n'améliore pas sa réputation pour les suiveurs du vélo. Ouais, et puis alors nous, on est dans une génération qui ont encore connu entièrement ça, c'est-à-dire ceux qui gagnaient, c'était les grimpeurs, pratiquement. Bon, faut être un peu bon en contre-la-montre, mais moi j'ai pas connu la génération euh, d'Indurain par exemple, où voilà, fallait être un grand rouleur pouvait gagner un Tour de France. Euh, mais donc c'est les grimpeurs, et maintenant en plus il n'y a même plus besoin de savoir maîtriser son vélo ou être bon. Bah à ce rythme-là, Jevine va gagner l'année prochaine un grand tour, hein. Il n'y Ouais, a plus tout à besoin fait. de savoir faire du vélo, hein. Faut juste savoir pédaler, avoir un rapport poids-puissance intéressant, et puis c'est bon après. euh, on fait le reste. Donc moi je suis entièrement d'accord avec toi, Nathan. Ça en devient de la mascarade. D'ailleurs, oui, comme tu me disais en préparant cette émission, bah, ça a pu fausser la course. Bah oui, exactement. On a vu les équipes de leaders au sprint se déployer totalement en cramant leurs poissons pilotes, hein, notamment Max Walscheid, Jasper Stuyven, Lucas Kubich pour Unibet, très tôt, très loin de l'arrivée, pour essayer, tant bien que mal, de rattraper cette échappée matinale qui a pu résister avec un effort, on va quand même le noter, magistral, hein. Je pense que dans la voiture, les DS étaient assez surpris de cela. Mais le fait de course de dire on gèle les temps, ça a peut-être aussi désorganisé la poursuite. Et peut-être que les équipes de leaders pour se placer auraient roulé un petit peu et ça aurait changé la course. Et dans ce cas-là, on peut dire que cette décision que a notamment été engendrée par Jonas Vingegaard a changé l'issue de la course. Bah écoute, oui, ça, on pourra pas le savoir, mais c'est sûr que ça n'a pas été au retour du peloton, même si on a vu le peloton beaucoup en file indienne, hein. Les équipes de sprinteurs ont quand même pas chômé. D'ailleurs, il y a eu plein de réactions là-dessus, hein. Tu m'as parlé de Wild Child, et la Soudal aussi qui a réagi en disant mais on était à 55 km/h dans la dernière heure de course pratiquement.
Je sais pas comment ils ont fait devant pour tenir. Donc ouais, ils se sont bien démenés toutes les équipes de sprinters derrière pour revenir. En plus, l'écart au maximum était pas énorme, hein, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras. Mais ils les ont pas laissés filer à 6 minutes. Hein. Non, il y avait 2 Donc minutes 30 ouais. avant le dernier tour, quoi. Mhm. Et ben après aussi, il y a le risque d'avoir laissé deux gars de la même équipe, hein, deux Polti. Voilà, des fois c'est toujours un risque parce que ça se regarde moins dans le final. Là où tu peux espérer que des fois ça se regarde un peu, là ça s'est pas regardé. Mais bon. Bon, en tout cas, tant mieux pour eux. Ça fait des belles places d'honneur pour les équipes continentales italiennes et une belle victoire pour le Norvégien. Tout à fait. Je pense qu'on a presque fait le tour sur cette étape. Tu voulais nous parler un peu de Magny et de la lutte au maillot cyclamen? Bah, je pense que lui, le scénario où on est obligé de cramer tous les poissons pilotes et les lanceurs de Jonathan Milan était assez bénéfique. Je pense que si on avait rattrapé l'échappée, et d'ailleurs on l'a vu quand il a réglé le sprint du peloton, bah, il aurait écrasé Jonathan Milan. Sans train, l'Italien est beaucoup moins fort que Paul Magnier. Et pour la lutte au maillot cyclamen, il a pu remporter sa tunique sur Jonathan Narvaez, mais j'ai un petit peu moins de certitude au fait qu'il pourra la garder jusqu'au bout, parce que bah, le Colombien pourrait, l'Équatorien, pardon, pourrait bah, refaire des échappées et encore engranger des points au maillot cyclamen. Oui, là, pour Paul, va falloir se battre. Hein. Ça va être vraiment un Se combat, va démener, falloir oui, aller tout à chercher fait. ce maillot. Ouais, ça va pas être dans les sprints qu'il va falloir le gagner, mais un peu toute la journée. Toutes les journées. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour sur cette étape. Avant de revenir Mm. sur celle du général, est-ce que tu voulais revenir sur celle-là remportée par Bettiol là, vendredi? Et notamment, on a vu une chose un peu étrange, j'ai envie de dire. Donc on avait une belle échappée. Hein. Il y avait quoi Ou une une dizaine de quinzaine coureurs. de gars? Ouais, quinzaine Voilà. de coureurs. Et qui ont pris énormément d'avance. Hein. Voilà, ils finissent à 13 minutes. Le peloton derrière finit à 13 minutes. Mais surtout, la chose un peu étrange qu'on a vue, donc ils ont roulé à bloc tout le long, et t'as la Groupama FDJ qui a pris le contrôle avant la dernière ascension pour mettre sur orbite Kench, Josh Kench. Voilà. et ça a fait flop, ça a un coup d'épée dans l'eau, puisque derrière il s'est fait rapidement distancer par Leknesund et Bettiol. Et puis bah, au final même il perd le sprint pour la 3ème place, hein, donc il finit 6ème. Mais on a vu qu'il avait les jambes au final pour être 3ème, alors que bah, son équipe avait pris les choses en main, puisqu'ils étaient 3 Groupama FDJ dans l'échappée. Étrange tactique de la part de la FDJ. Alors oui, exactement. Hein. Quand on a vu ça, on a tous été bah, effarés dans nos canapés. Hein. Moi, quand j'ai vu Axel Wentz et Joan Jacob rouler pour Josh Kench, alors qu'il y avait encore Derek Nosund et Alberto Bettiol dans le groupe, ben, j'avais l'impression que c'était UAE qui roulait pour Tadej Pogacar. C'était Jonathan Narvaez et Jevine devant qui préparaient une attaque. Mais là, c'est Josh Kench, un Néo-Zélandais, qui fait sa première saison professionnelle chez le Groupama FDJ. Franchement, en termes de tactique, je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Hein. Même Alberto Bettiol et Nick Nesund, je suis pas sûr qu'ils connaissent le coureur de la Groupama FDJ. Donc je pense qu'on a un peu présumé de Ouais, ses ouais. forces. Bah ouais, ils ont présumé de leur force, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est dommage parce qu'il y avait l'écart qui était largement fait avec le peloton. Donc eux, ils avaient C'est ça. largement le temps à 3 de jouer avec tout le monde, d'essayer de scinder cette échappée, de voir qui était dans quel groupe, est-ce que ça t'est favorable, est-ce que ça t'est
pas favorable. Si c'est pas favorable pour toi, et ben t'arrêtes de rouler devant, tu roules derrière, etc. Jusqu'à ce que tu aies une situation que tu juges favorable. Et ça t'aurait permis d'éliminer certains qui sont à peu près de ton même niveau. En plus, c'est pas une surprise quand on regarde le classement là. Honnêtement, les 4 premiers de l'échappée, on aurait peut-être rajouté Berg, mais sinon c'est les plus forts quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas une surprise quoi. Hein. Donc, est-ce qu'ils s'attendaient que Josh Kench soit plus fort qu'eux? Bah, quand on regarde ses références, honnêtement, il y avait aucune raison de s'attendre à ce qu'il soit plus fort qu'eux. Hein. Bah, c'est ça. Et Alors voilà. puis Alors, surtout, Josh Kench, il avait les jambes hein, pour gagner l'étape. Alors il s'est cramé beaucoup trop tôt et il s'est fait contrer. Alors que s'il avait attendu que les favoris, Alberto Bettiol, Andrés Eknonsson, pourquoi pas Michael Berg, attaquent, bah là, il aurait pu les contrer lui-même et peut-être faire un meilleur résultat. ouais, honnêtement, je suis pas sûr qu'il avait les jambes pour passer devant Bettiol au sommet. Hein. De la dernière difficulté. T'as vu, il y a, je sais plus, c'est Jackie Durand, je crois, il soumettait l'hypothèse que le directeur sportif de la Groupama FDJ était néo-zélandais aussi. Oui, tout à Je sais fait. pas si t'as vu ça. C'est véridique. Hein. Ouais. Mais que c'était peut-être pour ça qu'ils avaient tout mis au service de Josh Kench, alors qu'en plus, bon, les deux autres qui étaient en l'échappée, là, Uens et Jacob, bon, je les donne pas perdants, moi. Ouais. Enfin, ça dépend avec qui ils C'est sont, hein, comme je disais, vraiment. mais si le groupe est scindé, ou si t'en envoies un devant que tu fais rouler derrière, on sait que dans ces cas-là, avec des gros groupes comme ça, t'auras des désorganisations. Ouais, alors ça roulait vite, mais effectivement, t'aurais pu t'arrêter de rouler, enfin, mettre en place une stratégie, Ouais. quoi. T'avais 11 minutes au pied de la dernière bosse, t'avais largement de temps de faire de tout ce que tu voulais, hein. Donc là, ouais, faut qu'ils jouent à Cycling Manager un peu, les gars de les C'est directeurs ça. sportifs de Groupama FDJ, parce que là, c'est de la technique un peu basique. Hein. On n'est pas Pour sur une fois qu'on était dans de la une psychologie échappée, ou quoi. Ouais. Donc ouais, dommage. dommage pour cette équipe qui en plus aurait bien besoin de beaux résultats là. Bah, c'est ça. C'est bon pour toi pour cette étape? On peut passer à celle du classement général? Oh bah oui, je pense qu'on a fait le tour de l'échappée et malheureusement de Groupama FDJ. Alors concernant l'étape de samedi, donc l'étape en sapin de Noël, hein, montée descente toute la journée. Donc victoire de Jonas Vingegaard. Alors moi, pour être totalement transparent, j'ai pas vu l'étape, donc là je vais compter sur toi, Nathan, pour que tu me fasses le débrief. Mais quand je vois un peu les résultats, moi, d'un point de vue comptable, je me dis, bah Jonas Vingegaard, ok. Comme je disais à l'épisode précédent, on pouvait s'attendre un peu plus, mais franchement, bon, 49 secondes, je peux admettre que c'est de la gestion. Contrairement à ce qu'on avait eu jusqu'à présent, on était à 15 secondes sur Gall. Franchement, on n'est pas en gestion pour moi, encore une fois. Là, 49 secondes, ok, ça devient. Il a de l'avance au général. Bon, je veux bien admettre. Et puis derrière, on voit une homogénéité. On peut être un peu étonné toujours de Pellizzari, qui est toujours derrière son coéquipier et pas au niveau qu'on l'a vu sur le tour du Trentin, là, le Tour des Alpes. Et côté français, voilà, Mathis Rondel, un peu dommage aussi, qui perd du temps, notamment Yann Hirt, là, normalement, il doit être devant. Hein. Woodpulse, Yann Hirt, là, les anciens, là, on aurait pu s'attendre un peu mieux. Toi, qu'est-ce que t'en dis, toi, de l'étape? Alors, raconte-moi, dis-moi tout. Alors, bah, pour l'entièreté de l'étape, rien à signaler pour moi de particulier. Mais si on veut revenir sur les 16 derniers kilomètres, où ça me semble le plus intéressant et pertinent, c'est on a vu le travail de la Visma Isobike hein, pour reprendre du temps sur l'échappée et notamment sur Giulio Ciccone. Ça s'est fait assez tard finalement. J'ai cru à la victoire de Giulio Ciccone, mais malheureusement et heureusement pour Visma, ils se sont mis en marche au bon moment avec un extraordinaire travail de Tim Rex
je ne sais pas si vous avez vu la photo, mais il fait une grimace assez exceptionnelle. Victor Campenard, Sepp Kuss et Davide Pigonzoli, hein, qui fait 4e, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, très beau travail collectif de la Visma. Un Vingegaard à son image, il a fait plus de 50 secondes. Moi, personnellement, on s'attendait à peut-être 2 minutes d'écart. Mais est-ce que c'est Félix Gall qui est vraiment sur coussin d'air par rapport à d'habitude, ou c'est Jonas qui en garde un petit peu sous le pied? Bah là sur cette étape, tu vois, on voit que Gall il a même pas 10 secondes d'avance sur les Red Bull, hein. Donc par rapport à ce qu'il nous a montré la semaine dernière, il est toujours confortablement installé sur son fauteuil de deuxième provisoire, puisqu'on estime que Lalio va perdre du temps encore, hein. Mais l'écart semble se réduire avec ses poursuivants de Red Bull. Mm. Et les poursuivants de Red Bull, comme tu dis, ils sont encore assez... les écarts sont serrés, hein, donc ça leur laisse une marge de manœuvre pour décider plus tard, dans cette 3e semaine, de qui aura le véritable leadership. Exact. Ça marche. Est-ce que tu as autre chose à nous partager là-dessus ou c'est bon pour toi? Bon, non, je pense que Jonas Vingegaard, comme on l'a dit, a remporté une 3e étape sur ce Giro. Alors, il est peut-être pas aussi dominateur dans la manière que ce qu'on aurait pu l'imaginer, mais il fait comme il a l'habitude de faire. Mais en attendant, il gagne les étapes. Donc, quand on regardera dans quelques années le Giro 2026 sur le papier, on verra qu'il a gagné 3 étapes et sûrement plus, notamment l'étape de mardi. On va y revenir. Mais je pense qu'il a totalement raison d'appliquer cette stratégie de ne pas écraser le Giro. Ok, donc pour toi, il était un peu sur la réserve quand même. Tu me disais juste avant Ouais, que quand tu savais même un pas. petit peu. Ok, très bien. Je te propose qu'on passe justement à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on a l'étape de mardi avec une ascension finale de 11,6 km à 8%. Voilà, donc De côte. ça va. Ouais, tu vois, on a des troisième, deuxième catégorie au milieu, et puis effectivement après une côte finale. Le sprint d'ailleurs, et après le sprint au Pôle-Magno cyclamen là, et après les premières côtes, ça peut être un désavantage pour Magnier. Et puis après, on verra, hein, on va toujours compter sur Ciccone qui ne va pas renoncer, évidemment, et les favoris au général. Oui. Ouais. Je pense T'as que autre chose à nous proposer? l'arrivée, pour l'équipe Soudal Quick-Step sera une fois le sprint, le kilomètre du sprint passé, pour essayer de sauver les petits points au classement du maillot cyclamen. Voilà, Ouais, je suis d'accord qu'il faudrait que l'équipe se mette au diapason, hein. Ce qu'elle a fait souvent, mais pas tout le temps, encore une fois. Notamment Stuyven qui s'est retrouvé avec des échappées à rouler avec Narvaez, hein, on l'a dit, hein, c'est ça. en début de semaine dernière. De semaine dernière. L'étape de mercredi. Alors là, pareil, on a des troisième catégories un peu tout le long. Profite clairement pour une échappée ou un puncher, encore une fois. Giulio Ciccone, Voilà, ceux qu'on a vus jusqu'à présent, hein. Maintenant vous avez l'habitude, hein, on les a tous vus là, les punchers. Depuis le début, parce qu'il y a pas mal d'étapes pour eux, hein, sur ce Giro. Donc voilà, on notera encore le sprint intermédiaire quand même c'est tard. en haut d'une bosse.
Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, la dernière montée là, c'est 8 km à 3,6%, donc bon, c'est plutôt roulant, hein. Et l'étape de jeudi, alors là, elle est un peu casse-pattes. La dernière montée se situe à 10 km de l'arrivée et c'est 1 km à 11,3%. Donc là, pour le coup, bien pour un puncher. Ouais, et est-ce Ou une qu'on échappée pourrait se encore. poser la question de est-ce que Paul Magnier et Tobias Kuhn Andresen pourraient passer? Bah moi j'y crois pas là, 11% quand même, 1 km 1, 11%, ce qu'il nous a montré dans les classiques, Paul, je pense pas que ça soit dans ses Plutôt un cordes. Jasper Stuyven? Ah plutôt clairement, ouais. Si la Soudal devait Ok. en mettre un. Mais bon, je pense que la Soudal va faire en sorte que ça parte en échappée sans Narvaez, hein. Après, peut-être Ah qu'ils bah mettront j'espère, oui. un autre gars, mais voilà, hein. Je pense que pour eux, comme on l'a dit, hein, viser le maillot cyclamen et puis l'étape à Rome, et puis voilà, hein, ça sera déjà pas mal, hein. Bah oui, de toute façon, ils Euh, n'ont pas vraiment d'autres options. yes, et ben on verra ça, en tout cas. Concernant Paul Sexas cette semaine, enfin ces derniers jours, alors il était toujours en Sierra Nevada, hein. Il a continué notamment vendredi. Alors vendredi, on l'a vu notamment prendre un com sympa sur un 7 km à 8%. Voilà, c'est Kuss. 19,6 de moyenne. Bon, vous apprécierez. Le lendemain, qu'est-ce qu'on avait le lendemain? Ah ouais, le lendemain, il a fait un top 10 sur un... Pareil, la grosse sortie le lendemain, hein. 7 heures de vélo. Et Pas mal. un top 10 sur un segment de 33 km. Bon, à 6%. Mais 2000 mètres de dénivelé, bref, là c'était plus pour dire que il a quand même fait du dénivelé encore, hein. Quand on fait une ascension de 2000 mètres dénivelé, 1h40 d'effort, bon, c'est pas mal. Même si c'est du C%, Beau c'est pas petit mal. décrassage. Voilà, le dimanche, plutôt petite sortie, tranquille, même si encore avec du dénivelé. Et aujourd'hui, 150 km, 5 heures, 3007 de dénivelé, rien de particulier. Oui, le classement généraux, je crois que c'est dans des descentes. Mais bon, après, avec la chaleur aussi, on pensait qu'il ne peut pas s'imposer des efforts de grosse intensité très souvent. Voilà pour Paul Sexas ces derniers jours. Et tu me partageais une petite info là, comme quoi, oui, ça gueule côté Giro, puisque avec les JO 2028, donc dans 2 ans, qui commenceront le 14 juin, le Tour de France a annoncé le grand Le départ 14 à juillet. Reims. Et oui, 14 juillet, pardon. Le Tour de France a annoncé du coup le grand départ à Reims en 2028 et il a annoncé pour le 24 juin. Donc voilà, côté Giro, ça grince un peu des dents puisqu'ils n'ont pas été consultés et il va falloir qu'ils adaptent le calendrier en conséquence. Voilà, donc un tour 2028 précoce, encore plus précoce que ce qu'on avait eu pour les JO de Paris, hein. Bah oui, Parce c'est que là, ça. Et puis ouais. ça va bouleverser tout le calendrier de l'année, 2028. Je pense que on aurait pu se concerter de toutes les administrations entre le comité des Jeux Olympiques, l'UCI, ASO, RCS, pour essayer de trouver un calendrier qui convienne à peu près à tout le monde. Mais là, entre le Dauphiné, le Giro, les championnats nationaux, ça risque d'être assez compliqué. Et on pourrait même s'avancer à Ouais, dire, mais moi j'ai envie de te dire, Nathan, j'ai envie de te dire, à un moment donné, si le comité d'organisation des JO ils prennent en compte les requêtes de tous les sports, ils font plus rien, hein. Donc là, c'est c'est vrai. plutôt à l'UCI
de s'adapter. Le Tour de France l'a fait. De toute façon, c'est le plus gros qui s'adapte à chaque fois. Donc, les JO sont les plus gros, ils ont choisi. Le Tour de France, le plus gros, il s'adapte. Et après, le reste du calendrier s'adaptera. Hein. Voilà. C'est ça. Et un Et autre on gros commencera qui pourrait s'adapter, justement, c'est Tadej Pogacar. On sait qu'il n'a pas encore gagné les Jeux Olympiques. Donc pourquoi pas faire l'impasse sur le Tour de France cette année, hein, parce qu'avec le décalage horaire et tout, c'est quasiment impossible, je pense. Et ça ouvrirait la porte à un dernier baroud d'honneur de Jonas Vingegaard, pourquoi pas, et à Paul Sexas, qui aura peut-être déjà d'ici là remporté la grande boucle. Ah bah, écoute, ça fait plaisir de te voir aussi optimiste pour Paul Sexas. Très bien, merci Nathan pour ce débrief de ces dernières étapes du Giro. Et puis on se retrouve dans la semaine pour la suite et la fin de la course italienne. Merci à tous de nous suivre sur nos différentes plateformes. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à commenter. Nous, on vous lit. On vous trouve souvent pertinent. Enfin, ou toujours même, je peux dire, Abonnez-vous. hein, parce que... Ah, tu voulais dire de s'abonner notamment parce que ouais, sur YouTube, alors on propose aussi la vidéo avec le partage d'écran où vous avez accès au classement qu'on essaie de partager. Donc voilà, n'hésitez pas. Et merci à tous. Et puis allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.